Comment sait-on qu'un centimètre sur la règle fait vraiment un centimètre? Et puis, pourquoi la règle de 30 cm ne fait-elle pas exactement 30 cm? Il y a un petit bout en plus aux extrémités. Et pourquoi ce trou? Pour le découvrir, nous sommes venus à l'usine de Max Crew, à Diadema, dans la région métropolitaine de São Paulo. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment une règle est fabriquée. Allons voir. Tout commence par la matière première, le polystyrène. Il arrive ici à l'usine dans ces sacs de 25 kg sous forme de grains ou de pellets. Le polystyrène, utilisé aussi pour le polystyrène expansé, est un plastique industriel apprécié pour sa flexibilité et sa résistance. Pour fabriquer la règle, le polystyrène entre dans cette machine qui est une presse à injection. Ensuite, le plastique descend par cet entonnoir et va être fendu à une température d'environ 250 degrés Celsius. Ensuite, une vis pousse le plastique à l'intérieur d'un moule. La presse à injection peut fabriquer 8 règles en même temps. Quand le plastique durcit, un robot le retire par aspiration de la machine et relance le cycle. Le processus, très rapide, dure environ 30 secondes et la règle sort toute chaude. Nous leur avons demandé d'injecter le plastique en dehors du moule. Regarde comme c'est fou, ici on peut voir que ça sort très chaud. Ensuite, en le manipulant, ça ressemble à un chewing-gum. Ça prend pas mal de temps à refroidir, et c'est pour ça que cette machine a tout un système de refroidissement, une sorte de réfrigérateur qui fait passer de l'eau à l'intérieur du moule pour qu'on puisse retirer la règle rapidement. Donc maintenant, c'est ça, non? Il suffit d'emballer cette règle? Non, elle n'a pas de graduation. Et là, on arrive à une étape qui n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Quand la règle sort de la machine d'injection, elle est chaude et rétrécit progressivement dans la journée. Si tu fais le marquage sur la règle maintenant, alors qu'elle vient juste de sortir, la règle va rétrécir et le marquage sera complètement faux. 1 cm va faire environ 0,9. Alors, ce qu'ils font ici, c'est laisser la règle reposer pendant 24 heures pour ne la marquer que le lendemain. Et c'est pour ça que la règle ne fait pas exactement 30 cm. Il reste toujours un petit peu. C'est une marge d'erreur. Personne ne connaît la taille exacte de la règle, car elle dépend de la température, le jour de sa fabrication et de la matière première utilisée. Le plus sûr est d'imprimer sur la règle une fois refroidie et de prévoir une petite marge. Un autre matériau qu'ils utilisent ici, c'est le PET recyclé. Regarde comme c'est génial, tu prends cette règle et c'est difficile d'imaginer qu'un jour, elle a déjà été une bouteille de soda. Pour un produit non transparent, il mélange le styrène avec du colorant dans une bétonnière. Chaque produit a une quantité précise de colorant, et il n'y a pas que la règle. Avec la même technologie, on peut fabriquer une équerre, un rapporteur, un kit de dessin, un gabarit, un bac à courrier et même un porte-bloc. La quantité de colorant utilisée est minime. Il est difficile d'imaginer qu'un porte-bloc de cette couleur sorte de ce que j'ai en main. Ce qui est intéressant ici, dans la salle des matières premières, c'est qu'il y a plein de petits produits qui ont eu un problème ou autre. Ils viennent ici, sont broyés et retournent à la machine d'injection. Rien n'est gaspillé. La pièce la plus importante pour garantir la qualité de la règle, c'est celle-ci. C'est le moule qui va à l'intérieur de la machine d'injection qu'il était difficile de voir là-bas sur la machine qu'ils ont ouverte dans la salle de maintenance. Et on peut voir que l'endroit où le plastique est injecté est extrêmement lisse. Et ici, il y a un chemin que le plastique chaud va parcourir jusqu'à arriver dans la cavité, l'espace prévu pour être rempli par le plastique et former la règle. L'une des raisons pour lesquelles cette pièce est si précise, c'est qu'une va devant l'autre. Ensuite, le plastique est injecté sous une très forte pression, et il ne doit pas fuir à la jonction entre les deux pièces. Et en même temps, le moule ne doit pas se déformer sous la pression. Donc, ceci est pratiquement massif. Toute cette pièce ici pèse environ une demi-tonne. Mais comment allons-nous marquer en sachant qu'il y a exactement 30 cm? Faut-il une règle pour en fabriquer une autre? Oui, celle-ci est la mère de toutes. C'est une règle en acier calibré. Sa mesure a même une date de validité et, après qu'un lot est fabriqué, il est amené ici pour vérifier si les chiffres correspondent exactement. Les chiffres de la règle en plastique correspondent-ils à ceci? C'est parfait. Maintenant, si celle-ci est la mère de toutes les règles, qui est sa mère à elle?
Faut-il une règle pour fabriquer toutes les autres règles? Oui, il y a cette mère de toutes les règles, mais elle est déjà à la retraite. À la fin du XVIIIe siècle, vers 1800, la France a voulu standardiser les unités de mesure. Avant cela, de nombreux commerçants se disputaient car ils ne se comprenaient pas. Il existait par exemple une unité de mesure appelée le pied. Sauf que le pied napolitain mesurait 26,35 cm, tandis que le pied britannique faisait 30,48 cm. Le pied français, 32,48. Donc, allons-y. Créons une unité de mesure universelle, utilisable par tous et fondée sur la nature. Que diriez-vous de prendre la distance du pôle Nord à l'équateur et de la diviser par 10 millions? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mesuré avec beaucoup de précision et en 1799, le mètre a été défini. Si vous prenez 10 millions de mètres, vous allez de l'équateur jusqu'au pôle Nord. Et c'est là qu'est apparue la première règle officielle. Ils ont découpé une barre de platine et tous ceux qui voulaient fabriquer une règle devaient s'y rendre et se baser sur cette règle. Convaincre les autres d'adopter cette mesure a pris beaucoup de temps. Pour vous donner une idée, ce n'est qu'en 1875 qu'ils ont organisé la Convention du mètre, où 17 pays ont signé un traité pour utiliser officiellement le mètre. Comme vous pouvez l'imaginer, n'est-ce pas? Notre Brésil? Eh bien, vous vous êtes trompé. Le Brésil est l'un des 17 pays signataires de la Convention du mètre. Et c'est aussi à cette époque qu'ils ont fabriqué une autre règle en platine, cette fois avec un peu d'iridium, qui est un autre métal, et qui était beaucoup plus précise. Et ils ont distribué des copies à plusieurs pays. Le problème, c'est qu'avec le temps, les mesures se sont améliorées et les gens ont vu qu'une règle physique n'était pas la meilleure option. Elle se dilate. Vue au microscope, elle n'est pas si parfaite. Jusqu'à ce qu'en 1960, ils décident que le mètre ne serait plus cette règle-là. C'était une fraction de la réaction de l'élément chimique krypton. C'est bien plus compliqué, mais aussi beaucoup plus précis. Cela n'a duré que peu de temps, seulement jusqu'en 1986, quand ils ont décidé que le mètre serait alors la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une seconde, divisée par 299 792 458. Cela paraît compliqué, mais mesurer la distance du pôle Nord à l'équateur en 1799 l'était bien plus. Mais enfin, cette mesure est la règle étalon qu'on a aujourd'hui. Les barres de platine, on ne les trouve que dans les musées. Oui, on peut maintenant marquer les millimètres sur la règle. Je pensais à une imprimante à jet d'encre, mais non, c'est bien plus cool. Cette technique s'appelle la tampographie. Il existe un métal sur lequel les marquages sont gravés comme s'il s'agissait d'une corrosion sur l'acier. Ensuite, la machine passe une encre par-dessus et l'encre ne va adhérer qu'à l'endroit où l'acier a été corrodé. Ensuite, il y a un énorme tampon en caoutchouc qui prend cette encre et l'amène jusqu'à la règle. Tout est fait automatiquement pour garantir la précision des millimètres qui sont gravés là. C'est l'heure de l'emballage. Chacune est placée individuellement dans un sachet plastique avec beaucoup de soin, car une chose qui ne doit pas arriver ici, c'est de rayer la règle. Elle doit arriver parfaite entre les mains de celui qui va l'utiliser. Ici à Diadema, ils produisent jusqu'à 100 000 règles par jour. Il restait à expliquer le trou. Autrefois, dans un atelier, il était courant de mettre un petit clou dans le mur en bois et d'y accrocher la règle. Chez Manual do Mundo, on a fait ça pendant longtemps, et aujourd'hui, ce n'est plus tellement utilisé, mais le petit trou est resté. Certaines règles plus modernes, comme celle-ci, n'ont plus de trou. Et elle a autre chose. Elle a une sorte de rainure qui sert à mettre le doigt et à tenir la règle plus fermement. Je n'y avais jamais pensé non plus. J'avais vu ce truc sur la règle pensant que c'était juste pour la solidifier. Si tu viens aussi de la prendre, ça mérite un pouce bleu, non ? Si tu es dans l'ambiance de regarder ces vidéos sur les fournitures scolaires, l'une des plus sympas, c'est comment le crayon est fabriqué. On est allé dans la plus grande usine de crayons du monde, et c'était vraiment génial.